Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La Banque ouest-africaine de développement a célébré ses 45 ans. Les festivités ont eu lieu à Lomé en présence du chef de l'État. Alassane Ouattara a partagé avec les 400 experts la politique énergétique de notre pays, produire 4000 MW et faire de l'électricité pour tous une réalité. Il faut une régulation d'Internet face à la propagande de la violence et la désinformation. Le président français Emmanuel Macron a lancé cet appel au 13e forum de la gouvernance de l'Internet ouvert à Paris. Les participants vont donc réfléchir sur la problématique de l'usage d'Internet. Ouvert l'année dernière, le débarcadère de Lokodro tourne au ralenti. Il fonctionne à 20% de ses capacités. Cette infrastructure moderne compte moins de 5000 personnes. Des marieuses et pêcheurs refusent de rejoindre cet espace aménagé. Les raisons à suivre dans le dossier de ce journal. Le président de la République est rentré de Lomé. Alassane Ouattara était depuis ce matin dans la capitale togolaise. Il a pris part à la célébration des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement. À l'occasion des 45 ans de la BOAD, s'est tenu à Lomé un forum sur l'énergie solaire. Le président de la République a partagé avec les experts la politique énergétique de la Côte d'Ivoire. Elle se résume à produire 4000 MW. Alassane Ouattara a dit toute sa détermination à faire de l'électricité pour tous une réalité. Envoyé spécial Adama Koné. L'éclat de la lumière des 45 bougies de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, renforcée par l'expérience ivoirienne en matière d'électricité. Ouvrant les travaux marquant les 45 ans de la BOAD à Lomé, le chef de l'État Alassane Ouattara, fortement ovationné lorsqu'il fait la lumière sur la politique ivoirienne de l'énergie. Au niveau de l'accessibilité, ceci est essentiel pour la population. Nous avons mis en place un programme qui s'appelle le programme Électricité pour tous, PEPT, dont l'objectif est de permettre aux populations à faible revenu d'avoir de l'électricité à domicile. Parce que, voyez-vous, le problème est le branchement, qui coûte en général 150 000 francs, en tout cas en Côte d'Ivoire. Et nous avons mis en place un système qui permet, avec un apport initial de 1000 francs CFA, les bénéficiaires de ce programme peuvent disposer d'un branchement et d'un abonnement au réseau électrique, et ceci est payé sur une période de 10 ans, c'est-à-dire à raison de 1000 francs par mois, 12 000 dans l'année sur 10 ans, et il y a un fonds pour faire cela. À ce jour, ce programme compte 400 000 bénéficiaires et l'objectif est d'atteindre plus d'1 million de bénéficiaires sur les 3 prochaines années. Et j'ajoute que nous avons également pris l'engagement que d'ici fin 2019, tous les villages de plus de 500 habitants en Côte d'Ivoire seront électrifiés. Et qu'en 2025, toute la Côte d'Ivoire, sans exception, quel que soit le lieu, sera électrifié. Électrification à 100% en 2025. L'expérience ivoirienne, selon le président Ouattara, peut nourrir les 2 jours de réflexion des experts. De fait, le forum associé aux festivités des 45 ans est baptisé « Énergie solaire dans l'économie des pays de l'UEMOA, état des lieux, enjeux et politique ». Un sujet qui synthétise bien des défis. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union a adopté en 2009 l'initiative régionale pour l'énergie durable, l'IRED. À travers ces orientations, l'instance communautaire exhortait en effet à faire passer le taux d'électrification de 30% en 2008 à 80% en 2020, puis à 100% en 2030, à réduire sensiblement le prix moyen de l'électricité dans l'espace communautaire, à faire passer dans le parc de production la part des énergies renouvelables et durables, dont le solaire, de 36% en 2008 à 82% en 2030. Aujourd'hui, moins de la moitié de nos compatriotes ont accès à l'électricité. Et je trouve que cela est une honte. Et beaucoup n'y ont qu'un accès limité. En outre,
voyez-vous, les 48 pays d'Afrique subsaharienne, avec une population combinée d'environ 800 millions d'habitants, génèrent à peu près la même quantité d'électricité que l'Espagne, qui a une population de 45 millions d'habitants. Pourtant, le gisement solaire ouest-africain est important. Plus de 3000 heures d'ensoleillement annuel, soit 5 à 10 heures de soleil par jour en moyenne. Un potentiel à capitaliser. Les pays de l'UEMOA doivent investir massivement dans le secteur de l'énergie. Cela est une priorité. En effet, la diversification et l'industrialisation de nos économies, à travers notamment la transformation de nos matières premières, passe impérativement par l'accroissement de nos capacités de production électrique. Cependant, cela devra se faire en prenant en compte deux principaux facteurs, notamment les engagements que nous avons pris librement lors de la conférence de la COP21 sur le climat et deuxièmement, le coût, bien sûr, de production de l'électricité. Le forum s'achève ce jeudi. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Thiemoko Meiliet Kone, a salué les résultats obtenus par la BOAD. Plus de 5 200 milliards de francs CFA engloutis dans 1107 projets en 45 ans. Aujourd'hui, il est demandé à la BOAD de mobiliser plus de ressources à faible coût pour accompagner le développement des 8 pays membres. De Lomé, rendons-nous à Paris pour rejoindre Mamadou Kouassi, envoyé spécial au 13e Forum de la gouvernance de l'Internet. Face à la propagande de la violence et la désinformation, Emmanuel Macron insiste sur la régulation d'Internet. La question alimente la rencontre. Internet est devenu depuis quelques décennies incontournable dans l'information, mais cet outil est utilisé à d'autres fins par certains internautes. L'on le constate avec les fake news et le message de propagande de la violence. Les exemples sont multiples dans chaque endroit de la planète. Quelles dispositions pour faire face à cette situation? Et pour répondre à cette problématique, la France accueille le 13e Forum de la gouvernance de l'Internet, une rencontre qui réunit les spécialistes d'Internet venus des 4 coins du monde. Tout ceci autour du thème Internet de la confiance. Le président de la République de la France, Emmanuel Macron, est revenu sur les dangers liés à Internet qui constituent une menace pour la démocratie. Il souhaite une coopération des États du monde et surtout une co-régulation de l'Internet. Il nous faut donc construire par la régulation cette voie nouvelle où les États, avec les acteurs de l'Internet, les sociétés civiles, l'ensemble des acteurs, Internet constitue un formidable vecteur d'accès au savoir, mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu l'espace privilégié de la désinformation, de la rumeur, avec le risque que demain, l'évolution technologique ne rende indétectable une image truquée ou une vidéo tronquée. Il m'a été donné de voir, là où je suis, les nouveaux mécanismes, grâce à l'intelligence artificielle, qui permettent de totalement falsifier un discours ou ce qui apparaît aujourd'hui comme une trace de prononcé. Et donc, il nous faut des tiers de confiance. Il nous faut travailler ensemble sur le statut de la preuve, du fait, de la vérité dans Internet. Et il nous faut consolider les tiers de confiance démocratiques que sont en particulier les journalistes. C'est à tel point qu'aujourd'hui, si nous voulons restaurer cette confiance, nous devons prendre des décisions bien plus radicales que celles prises jusqu'alors. Emmanuel Macron invite également tous les acteurs à l'Union pour barrer la route à ceux qui veulent redéfinir le rôle de l'Internet. L'anonymat que procure Internet doit continuer à permettre la liberté d'expression, là où celle-ci est parfois étouffée. Mais il ne doit pas permettre à des criminels ou des terroristes d'échapper aux poursuites. Il nous faudra donc trouver les voies d'une coopération judiciaire efficace pour lever cet anonymat et rechercher des preuves électroniques lorsqu'elles existent. Présent à cette rencontre, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, salue cette décision du président français. Il soutient qu'en Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour le bon usage d'Internet, surtout pour les médias. Il était essentiel pour nous de nous prémunir à l'avance, de mener la réflexion qui pourra nous permettre de nous sauvegarder notre écosystème de la communication des médias, mais surtout sauvegarder les intérêts de notre pays face à cet outil qui est aujourd'hui incontournable, mais qui peut être néfaste quand il est mal utilisé. Le 13e Forum de la gouvernance d'Internet qui se tient au siège de l'UNESCO à Paris
s'inscrit dans le cadre de Paris Digital Week et du Forum de Paris sur la paix qui se tiennent actuellement dans la capitale française. Plusieurs individus indélicats pris la main dans le sac. Les services des douanes ivoiriennes viennent de procéder à des contrôles inopinés. Ils étaient dans plusieurs magasins diplomatiques ouverts en zone 4 et aux 2 plateaux à Abidjan. Cette opération vise à s'assurer que le fonctionnement de ces structures est conforme à la loi. Le reportage de Lansine Bakayoko. En Côte d'Ivoire, les magasins diplomatiques fonctionnent sur la base du régime de l'entrepôt fictif. Ils peuvent de ce fait importer et stocker des marchandises en suspension des droits et taxes. Cette descente surprise des agents de douane à Marcory et aux 2 plateaux s'est opérée sur la base d'informations faisant état d'irrégularités et d'abus dans l'exploitation des magasins diplomatiques. Certains diplomates allouent leurs cartes à des tierces personnes qui n'ont pas de carte consulaire qui viennent dans ces magasins, tant à Marcory qu'aux 2 plateaux, faire des achats. Il y a des personnes qui viennent sans autorisation, ça veut dire sans carte ni statut de diplomate. Lorsqu'elles rentrent dans le magasin, on leur donne des cartes, moyennant de l'argent personnel du magasin, font les achats. L'opération a permis de démasquer plusieurs clients non autorisés en possession de cartes de diplomate. Des cartes de diplomate qui donnent droit à des achats en exonération. En organisant cette fraude douanière à leur guichet, les magasins tombent sous le coup des dispositions du Code des douanes. Aujourd'hui, ils sont soupçonnés de détournement de destination privilégiée. Pour rappel, les magasins diplomatiques sont régis par la Convention de Vienne qui accorde des privilèges aux diplomates et assimilés. Sur le débarcadère de Lokodro, les acteurs de la pêche ne s'entendent pas. Certains refusent de rejoindre le nouveau site. Le préfet d'Abidjan a échangé avec les vendeurs et les pêcheurs. Abou Sanogo. À Tekoubé, le point de débarquement de pêche ultramoderne construit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, objet de mésentente entre pêcheurs et mareyeurs. Un groupe a décidé de rejoindre le nouveau site. L'autre refuse. Nous, on veut rester à Bobo-Dioumé. On ne veut pas partir à Lokodro. Là-bas ne nous arrange pas. Nous voulons rester à Bobo-Dioumé ici. Nous demandons aujourd'hui que tout le monde vienne là. Parce que normalement, c'est ce qui a été dit. Qu'après l'ouverture, tout le monde doit venir exercer ici sur ce site. Personne n'est empêché. Jusqu'à preuve de contraire, personne n'est empêché. On ne sait pas pourquoi les gens sont réticents. Le préfet de la région d'Abidjan, Vincent Tobier, est donc allé à la rencontre des différents acteurs de la filière afin de s'imprégner des réalités du terrain, à l'effet de lever tous les malentendus. De faire en sorte que vous travaillez dans de très bonnes conditions. Mais aujourd'hui, le monde avance. Aujourd'hui, il faut des normes modernes. Vos poissons, là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui consomme. Il peut y avoir un risque. S'il y a un problème de santé, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera touchée. Autre problème soulevé, le coût des places. Ce qu'eux nous demandent là, de payer là 170 000 pour une place. Or, moi, j'ai 15 frigos. Puisque le débarcadère n'a pas encore pris forme, on n'a pas encore appliqué ni les taxes, ni tout ce qui est taxe sur le niveau du débarcadère, on n'a pas encore appliqué. Donc, les 170 000, aucune femme au niveau de Lokodro ne paie des taxes. Vincent Tobi multiplie les rencontres pour la recherche de compromis à la salle de réunion du point de débarquement de pêche de Lokodro avec la chefferie traditionnelle et les acteurs de la filière. Ensuite, à la préfecture d'Abidjan, en présence du représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques. Tous ont été appelés à l'apaisement et à la cohésion. Nous avons privilégié le dialogue. Donc c'est ce dialogue-là que nous continuons pour dire aux populations de Lokodro et d'Abobo-Doumé, ce projet-là doit renforcer la cohésion sociale et non nous diviser. Le préfet d'Abidjan est déterminé à poursuivre les échanges afin de faire en sorte que le nouveau débarcadère soit profitable à tous les acteurs de la filière. Un débarcadère de Lokodro qui tourne au ralenti, il fonctionne à 20% de ses capacités. Pourtant, il y a plusieurs mois, le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président Alassane Ouattara inauguraient cette infrastructure moderne. Moins de 5000 personnes y sont installées. Les mareyeuses et pêcheurs sont divisés. Le dossier de Hervé Blé. À Tekoubé, dans cette commune et à Lokodro, se dresse le point de débarquement aménagé Mohamed VI. Inauguré le 27 novembre 2017 par le roi du Maroc Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, le débarcadère moderne de Lokodro est le fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Ici, rien n'est négligé
pour offrir des conditions de travail et de vie décentes. Nous avons ici 6 bâtiments techniques. D'abord, il y a le bâtiment 6, l'accueil des enfants avec une salle de réunion. Ensuite, il y a la salle de mécanique où on peut réparer les moteurs, en même temps les filets. Il y a aussi la halle au crier qui est là, où les grossistes peuvent payer du poisson. Ensuite, nous avons 2 bâtiments fours. Aussi un bâtiment de fabrique de glace et une salle où on garde les caisses. Au-delà de ça, nous avons un ponton où les pirogues peuvent venir accoster. Et aussi, nous avons un marché de détail. Première organisation professionnelle à tomber sous le charme du nouveau débarcadère, la coopérative des marailleuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan, CEMAFA. Sur le site d'Abomey, où on menait nos activités, les conditions de travail n'étaient pas adéquates. Ici, il y a toute la commodité pour que la femme soit d'abord en sécurité par rapport à la santé. Parce qu'à Bourgogne, on rentrait dans l'eau pour payer le poisson. Ici, c'est un débarcadère modèle de la pêche artisanale. Les conditions de travail ici sont diamétralement opposées à celles qu'on a laissées. Mais aujourd'hui, si on regrette quelque chose, c'est parce que nos pirogues n'arrivent pas et que les clients n'arrivent pas ici et que quand on a des produits, c'est difficile de les faire sortir. Attendus sur le site, les membres de l'association des marailleuses et pêcheurs d'Abobo-Doumé, ASM, a pris par leur absence, préférant l'ancien débarcadère. Il y a 2 groupes. La présidente de là-bas est partie avec ses membres et nous sommes restés ici avec nous, notre présidente. Et je dis comme ça qu'on ne peut pas aller là-bas parce que c'est 2 villages. On ne peut pas prendre le marché d'Abobo-Doumé pour donner à Lokogro. Lokogro a son marché. On vous dit que ici, c'est pas propre, ici, c'est pas moderne. Ici, ça fait 30 ans. C'est maintenant qu'on a confié un débarcadère qui est né hier et qu'on va dire qu'ici est sale. Vous dites qu'ici c'est propre, mais je vois là... C'est l'eau de poisson qui coule. Le caniveau. Il y a un caniveau qui sort comme ça. Quand il pleut, quand l'eau quitte là-bas, ça sort en bas du pont là, et puis ça vient ici. On ne peut pas contenir même ce débarcadère parce que nous sommes nombreux ici. Donc le problème, c'est parce que vous êtes nombreux? Oui, on est nombreux. On ne peut pas contenir ce débarcadère. La première dame qui est intervenue qui dit que c'est une affaire de village. Chaque village doit avoir son marché. Vous vous dites que le souci, c'est parce que vous êtes nombreuses. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est pas une affaire du village. Actuellement, on ne parle pas affaire du village. On parle de nous, les femmes. On est nombreuses. On ne peut pas contenir ce marché. Bâti sur 1,4 hectares, sur les bords de la lagune ébriée, le débarcadère moderne de Lokojro a coûté environ 2,6 milliards de francs CFA. Sur ces sites sont attendus près de 5000 personnes. Plusieurs mois après son ouverture, l'on est loin du compte. Au niveau des femmes, elles sont autour de 1600, mais celles qui sont arrivées ici, elles sont autour de 400 femmes. Au niveau des pêcheurs, 200 pirogues par jour, mais aujourd'hui, ceux qui arrivent ici sont autour de 10 à 15 pirogues. Nous sommes aujourd'hui autour de 20% du fonctionnement. Voilà. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que les pêcheurs refusent de venir. Les pêcheurs évoquent l'absence de gare lagunaire, de marché potentiel comme à Abobo-Doumé et les tracasseries de la police maritime. Tous ces éléments-là ne sont pas vraiment fondés. Sur le point lagunaire, c'est vrai qu'il n'y a pas de point lagunaire, mais bientôt, il y aura des points lagunaires ici, mais le marché est ouvert à tout le monde. Et tous ceux qui peuvent venir payer du poisson, le marché est ouvert. Et il y a de l'espace pour accueillir les femmes ici, tous les pêcheurs ici. En attendant, du 28 mai au 31 octobre 2018, ce sont 13 vedettes qui ont débarqué leur cargaison, estimée à 141 745 kg, sur le débarcadère aménagé Mohamed VI. Dans la même période, 77 pirogues ont, elles, débarqué, plus de 364 000 kg de produits halieutiques. À Lokojro, on ne perd pas l'espoir de voir les débarquements se renforcer, surtout de voir tout le monde rassemblé ici. Ce projet était venu, il était venu pour être fait à Bourgogne, mais malheureusement, il n'a pas été accepté des villageois et il a été délocalisé ici. Le roi et le président de la République l'ont fait pour que les acteurs puissent travailler en paix, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions décentes, pour qu'ils puissent avoir des améliorations dans les revenus. Et c'est un projet qui est fait pour tout le monde. Je pense que nos sœurs de l'autre côté doivent le comprendre. Moi, je pense que ça dépend du président de la République.
ça dépend de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que le débarcadère a été offert aux femmes par l'État de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. C'est la Côte d'Ivoire qui a construit le débarcadère pour dire que les femmes, il faut que la condition de travail des femmes soit améliorée. Il faut vraiment une politique de concertation entre les pêcheurs, les villageois. Il faut que le politique s'implique, il faut que tous les ministres qui sont concernés par ce débarcadère soient impliqués. La mairie aussi d'Abodumé et d'Atchoubé aussi soit impliquée. Il faut vraiment une réunion à haut niveau pour que vraiment ces problèmes soient réglés. Au débarcadère moderne de Lokodro vont bientôt s'ajouter celui de Grand Laou en attente d'inauguration et celui prévu à Grand Bassam, toujours avec le soutien du Royaume du Maroc. La pêche artisanale en Côte d'Ivoire est animée par 11 000 pêcheurs. On compte 1608 pirogues et 105 sites de débarquement pour une production totale estimée à plus de 40 000 tonnes. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, on dénombre dans le milieu de la pêche artisanale environ 70 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. La page santé de cette édition traite du diabète. Plus de 90% des diabétiques en Côte d'Ivoire sont atteints du diabète de type 2 contre 10% pour le diabète de type 1. Le 14 novembre marque la journée mondiale de lutte contre le diabète. À Abidjan, cette journée a été célébrée par une série d'activités, dont des séances de dépistage. Christian Dago, Salimatou Dia. Le diabète, un problème de santé publique. 422 millions de décès en 2017 dus à la maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, la prévalence est passée de 3,1% en 2012 à 5,3% en 2017. La sédentarisation, le manque d'activité sportive ou encore la mauvaise alimentation sont entre autres les facteurs favorisant le diabète. Pour lutter contre la maladie, l'occasion a été donnée au public d'effectuer des exercices sportifs et de faire un contrôle de glycémie lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. À travers son programme de lutte contre les maladies métaboliques, le ministère de tutelle exhorte les populations à adopter une bonne hygiène alimentaire. La Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte contre toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Et ici particulièrement, il s'agit du diabète. Et tout à l'heure, il a été dit que le diabète et l'hypertension constituent un couple maudit. Il est de la responsabilité du ministre de la Santé, qui représente le gouvernement ivoirien, pour venir au moins apporter son soutien à une telle activité, mais en même temps un soutien à toutes les familles qui sont dans cette situation difficile. Réduction du prix de l'insuline de 16 000 à environ 2 000 francs CFA, la formation de 1 000 médecins à la prise en charge des diabétiques sont entre autres les mesures prises par le gouvernement pour faire face au diabète. Le mouvement Génération Gagnante étend ses tentacules. Première destination, Gagnoa, la capitale de la région du Go. Un coordonnateur régional a été investi. C'est le maire élu de la ville de Gagnoa, Issouf Diabaté. Le reportage de Noël Niagno. Stade Biakaboda de Gagnoa, samedi 10 novembre. Pour un coup d'essai, on peut affirmer que ce fut un coup de maître au regard de la mobilisation pour un mouvement à peine sorti du berceau. Le stade a fait le plein, pas pour un derby footballistique, mais pour être les témoins de cette grande première, le lancement du mouvement baptisé Génération Gagnante. Mouvement citoyen qui se présente comme le creuset de toutes celles et de tous ceux qui, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, veulent s'inscrire dans une trajectoire de victoire. Pour cette trajectoire de victoire, le public nombreux et varié, de tout âge et de toutes conditions socio-économiques, n'a pas voulu se faire compter l'événement. Donner à leur maire une nouvelle casquette, celle de coordonnateur départemental du mouvement Génération Gagnante. Une charge qu'il prend l'engagement d'assumer avec responsabilité. Je m'engage à poursuivre les objectifs de GG en soutenant les dynamiques de promotion d'un développement durable, inclusif, d'une transformation sociale et d'une émancipation de la personne humaine de Gagnoa. Pour l'heure, il faut lever tout équivoque afin que chacun sache à quoi s'en tenir en adhérant à Génération Gagnante. Que notre boussole reste le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et le référent de GG,
sera la personne compétente qu'il voudra bien nous présenter. GG, c'est le prolongement de l'action gouvernementale. GG, c'est le soutien au gouvernement. GG, c'est les gagneurs. Et quand ton pays gagne, tu dois gagner. Point final de cette journée de lancement, l'inauguration du siège du mouvement. Une façon de prendre véritablement pied dans la capitale du Gor à travers ce lieu de rassemblement et d'échange, a indiqué le président du mouvement, Diaby Lanciné, par ailleurs directeur général du FER, Fonds d'entretien routier de Côte d'Ivoire. La ville de Niakara va vibrer au rythme du carnaval car l'événement se tient du 15 au 18 novembre. Une foire culturelle, artistique et touristique, une opportunité de développement selon les organisateurs. Franck Quadio. Une culture riche pour sa variété, mais hélas peu connue. C'est la culture Tagbana, peuple du centre-nord de la Côte d'Ivoire, qui veut promouvoir ses atouts touristiques. Gastronomie, artisanat, danse, coutumes et traditions exprimées à travers un festival, le Ka Carnaval, dont le théâtre de la 2e édition sera à Niakara du 15 au 18 novembre 2018. Le Hambol, vous avez le Mont Nyangbo, vous avez le Mont Yeliman et bien d'autres atouts touristiques qui méritent d'être promus, de sorte à en faire une destination touristique. Et en faisant une destination touristique, l'objectif, c'est de drainer également l'industrie, de booster du moins l'économie, l'industrie locale. Un carnaval au contenu coloré, des concours gastronomiques, d'amateurs de textiles et des jeux oratoires, suivis d'activités culturelles et sportives, mais aussi une sensibilisation contre des travers sociaux tels les scissions, sans oublier des tables rondes. Les innovations sont importantes, notamment le développement, la mutualité. La mutualité est un élément important, comme cela a été bien rappelé, que ce soit les jeunes, les femmes, les villages, dans la culture, une culture de mutualité, se mettre ensemble à travers les mutuelles de développement. Donc... Rappelons que la première édition du Ka Carnaval de Niakara pour l'identité du peuple Tagbana a eu lieu en 2017. Ce communiqué avant de poursuivre, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté informe les populations que la célébration officielle de la 22e édition de la Journée nationale de la paix aura lieu ce jeudi 15 novembre 2018 à 14 h à la place publique de Dabou. Dans le reste de l'actualité présidentielle à Madagascar, la mission de l'UE dénonce des achats de vote. Dans ce tour de l'actualité en bref, nous parlerons du Brexit et de la bande de Gaza. Laurent Sachaud, Sidonie Davila. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a publié ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle malgache. Au chapitre sur la campagne électorale, il est indiqué que 5 candidats ont commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans. Le clan Rajolina récuse cette accusation par voie de presse et demande à la mission européenne un démenti de cette publication avec des preuves à l'appui des faits qui lui sont reprochés. Les négociateurs britanniques et européens ont conclu un projet d'accord sur le Brexit, projet qui sera examiné ce mercredi en Conseil des ministres. Selon plusieurs médias britanniques, les ministres ont été convoqués individuellement la veille pour prendre connaissance du document avant le Conseil des ministres. Au cœur de cette rencontre, la question de la frontière avec la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, ce qui permettrait à Bruxelles d'organiser à son tour un sommet extraordinaire fin novembre afin que Londres et les 27 signent enfin un accord de divorce. Le calme est revenu autour de la bande de Gaza. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza en Palestine, a annoncé avoir conclu un cessez-le-feu avec Israël. Un arrêt conclu grâce à l'intervention égyptienne. Hamas entend tenir parole si l'État hébreu le respecte également. Alors que les deux parties se sont violemment affrontées en début de semaine, Hamas accuse Israël d'avoir frappé des installations civiles. Parmi elles, les locaux d'une chaîne de télévision. 460 roquettes ont été tirées par les groupes armés palestiniens et 160 cibles bombardées par l'armée israélienne.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Bonsoir.